Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir rejoints aussi nombreux dans cette tribune. On va passer 45 minutes en compagnie du président Nicolas Sarkozy pour une interview exceptionnelle. Je vous demande de l'accueillir, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président. On va vous laisser vous installer par ici. Monsieur le Président, peut-être, évidemment, là, je pense que l'ensemble de ceux qui sont là ont envie de vous entendre sur la situation internationale, sur la cohésion de la nation, etc. Mais peut-être, on est dans un endroit qui est quand même un endroit formidable, chargé d'histoire, d'enthousiasme, de passion. Peut-être avez-vous un mot avant qu'on démarre cet entretien sur voilà, cette ville, ce que cet endroit représente. Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Et c'est pour moi très émouvant d'être au stade Vélodrome. L'un des plus beaux stades, si ce n'est le plus beau. Et un endroit de passion. Ouais. Et peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est la passion, l'engagement. J'entends tant de gens à la télévision, à la radio, qui font du bruit et dont on ne retient rien. Et moi, je crois à l'engagement. Je crois à des idées claires. Et quand on n'a rien à dire, il vaut mieux pas le dire. Donc, que vous m'invitiez dans cet endroit de passion, devant des chefs d'entreprise, ça me fait plaisir. Je me sens en quelque sorte en famille. Moi, j'aime les gens qui aiment leur travail. J'aime les gens qui aiment travailler. J'aime les gens qui veulent réussir. J'aime les gens qui croient dans le mérite plus que dans l'égalité. J'aime les gens différents. Donc oui, je suis heureux d'être ici. Dégradation de la situation internationale, j'ai une question très simple, c'est votre vision des choses. Et comment est-ce qu'on peut éviter l'embrasement? Le jour où vous aurez une question compliquée, n'hésitez pas. Vous êtes bien un journaliste. Oui, elle était simple dans la formulation, je l'admets, Monsieur le Président. Pose un truc, qu'est-ce que vous en pensez? Et rajoute, c'est simple. Vous avez qu'à y répondre vous-même si c'est simple. Car la manie ne soit pas désagréable. Non, mais quand même, il faut être franc. Bon. Vous savez, le général de Gaulle avait une formule extraordinaire. Il disait « J'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples ». Donc essayons, dans ce torrent d'émotions, dans ces images qui ont choqué beaucoup de monde, à commencer par votre président, je veux dire le président Korchia, par dire les choses dans l'ordre. La première, c'est que ce qui s'est passé contre Israël est inacceptable. Rien ne peut le justifier. Ce qui s'est passé doit être condamné. Ce qui a été mis en œuvre, c'est une action terroriste au nom de l'islamisme dévoyé. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour tout être humain, mais c'est encore plus inacceptable pour nous, les Européens, Français et Européens, parce que je rappelle que la Shoah n'a pas eu lieu au Moyen-Orient, mais en Europe. Et que les 5 millions de Juifs, les pogroms, les camps de la mort, c'était en Allemagne, ou par un régime nazi, dont l'identité est là. L'origine n'était pas moyen-orientale, elle était européenne. De ce drame absolu,
est sorti l'existence d'Israël. Et pour nous, les Européens, et pour nous, les Français, juifs ou pas juifs, la question de l'existence et la sécurité d'Israël est non négociable. Parce que le XXe siècle n'a pas donné cette horreur pour que ça recommence d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est qu'il y a un agresseur, qui est le Hamas, et une victime, des victimes, qui sont ces familles ravagées par la violence barbare, qui ont subi un sort inacceptable. Et franchement, quand on voit ça, ça ne donne pas confiance dans l'humanité. Je rappelle qu'on est au XXIe siècle. Ce n'est pas la peine de regarder le Moyen-Âge avec commisération si c'est pour voir cela. La troisième chose, il faut tout faire pour sortir les otages de la situation dans laquelle ils se trouvent. Parce que chaque vie humaine compte. Et je vous rappelle que la France s'était beaucoup battue pour que le soldat Shalit sorte vivant. Il est resté 5 ans en prison à Gaza. Et j'avais déclaré en tant que président de la République que Shalit était français puisqu'il avait la double nationalité et que si le Hamas touchait un Français, Shalit, c'est la France qui rentrait dans la bagarre. Donc, nous ne pouvons pas laisser tomber aucun des otages, mais spécialement les otages français, puisque nous sommes français, pardon, ça ne veut pas dire que j'attache plus de prix, naturellement, à la vie d'un otage, quelle que soit sa nationalité, mais en l'occurrence, on est français. Et de la même façon qu'on est arrivé à sortir Shalit, il faut arriver. J'avais reçu son père, j'ai reçu Gilad aussi. C'est pas de la géopolitique, c'est de l'humanité. Enfin, je veux réaffirmer, comme je l'avais fait à propos de l'Ukraine et de la Russie, que la solution n'est jamais dans la violence qui répond à la violence, dans la vengeance qui répond à l'agression, ou dans l'escalade qui ne peut conduire qu'à davantage de drames. Et je voudrais redire que je crois dans une solution politique et qu'à un moment donné, quoi que vous le vouliez, quoi que vous pensiez aujourd'hui dans l'émotion, il faudra recommencer à parler. Et je voudrais vous faire réfléchir à une chose. Ce qu'ont fait, ce qu'ont été capables de faire les Français, les Allemands, après tant de drames, parce qu'entre Louis XIV et 1945, on a été en guerre quasiment tous les 30 ans. On parle des 2 conflits mondiaux, on oublie celui de 1870, qui était aussi un conflit mondial. Des génies, vous m'entendez, des génies ont imposé la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père que j'adorais. Et je sais comment on appelait les Allemands chez moi. C'était pas flatteur. Mais quand ils ont fait la réconciliation, mon grand-père l'a accepté. Et depuis 1945, on est en paix. Ce qu'on a été capable de faire, il faudra le faire. Il faudra que les Ukrainiens et les Russes se parlent, et il faudra que les Palestiniens et les Israéliens se parlent. Je sais que dire cela aujourd'hui, ça peut choquer. C'est la seule voie raisonnable. Et quand j'entends dire que la politique des 2 États, je veux dire l'État juif et l'État palestinien, c'est fini, je me dis, est-ce que ceux qui disent ça réfléchissent? Est-ce qu'ils réfléchissent? Si vous vous mettez au bord de la Lune et que vous regardez l'histoire,
Les Juifs et les Arabes ont vécu ensemble pendant des siècles et des siècles. Et il faudra bien trouver une solution politique. Et tout n'est pas dans la vengeance et dans la revanche. Même si il y a un agresseur, le Hamas, une victime, Israël. Même si le Hamas, c'est une organisation terroriste, il faudra bien que Israël et les Palestiniens trouvent un chemin pour vivre à côté, ensemble. Et moi, je crois à la diversité du Moyen-Orient. Et je ne me résous pas à cette pureté ethnique qui n'est pas pure et qui est folle, où les sunnites et les chiites ne peuvent plus supporter, où les chrétiens sont pourchassés et où des insensés voudraient rayer de la carte Israël, ce que nous ne pouvons accepter. La voie de sortie, elle ne pourra être que politique et diplomatique. Le corollaire, Monsieur le Président, c'est le maintien. Le corollaire, c'est le maintien de l'unité nationale, ici, dans notre pays. Le président de la République a exprimé son inquiétude à ce sujet. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Oui, enfin, d'abord, ce que j'ai dit ne veut pas dire que je mets sur le même plan l'agresseur et l'agressé. Hein. Ouais, je crois qu'on l'a bien compris. Oui, c'était assez clair. Oui, c'était votre question, c'est ma réponse. Ouais. Non. Alors, je me méfie toujours un peu des grands mots. Vous savez, quand votre fille ou votre fils ne réussit pas à l'école, le prof convoque la famille et commence toujours comme ça. Votre fille est super intelligente. Bon, vous me dites quel est le problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, on dit il est premier. En général, on ne va pas vous voir. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité? Si c'est un grand mot derrière lequel on ne met rien, d'abord, pour moi, ce qui est important, c'est est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'est l'identité nationale culturelle française. On a une histoire, on a des valeurs. Et il faut respecter cette histoire, ces valeurs et cette identité. On est un vieux pays qui vient de loin, qui a des racines judéo-chrétiennes. Dire ça, ce n'est exclure personne, c'est rappeler des choses. Et si on vient ici, c'est d'abord pour épouser, vous voyez le mot épouser, pour aimer et pour respecter ce que des siècles de tradition, de culture et d'identité ont réussi à faire de la France. Si on n'aime pas cette identité, il n'y a pas de problème. On peut choisir un autre pays. Je pense que c'est d'abord ça la question. Ici, on est attaché à la laïcité. Ici, on est attaché à un certain nombre de valeurs comme l'égalité des droits entre la femme et l'homme. Donc, moi, je veux bien l'unité, mais l'unité autour de quoi? Il y a une histoire française, il y a une civilisation européenne, il y a une culture française. Je préfère qu'on aime d'abord cette culture et qu'après, qu'on parle d'unité. Après, on me dit, est-ce que... Non, mais ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est qu'employer ces grands mots, il y en a d'autres, hein, que je ne vais pas citer parce que ça... Je ne veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux et vous amener dans le torrent de l'actualité vraiment absolument immédiate, mais employer ces grands mots, c'est en fait s'éviter de dire ce que vous venez de dire. Non, le président de la République est parfaitement dans son rôle à appeler à l'unité. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas appeler à la division. Oui, mais il dit aussi faire nation, vous voyez, par exemple, autre grand mot. Bon. Faire nation, ça veut dire aimer l'histoire de son pays, enseigner l'histoire de ce pays, partager les valeurs de ce pays et honorer la mémoire de nos parents, de nos grands-parents et de ceux qui ont précédé, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes libres et nous ne sommes pas un pays comme les autres. Donc ça veut dire que peut-être on a sous-estimé l'importance du mot assimilation et beaucoup parlé du mot immigration. Le problème ne vient pas tant de l'immigration
que d'une immigration qui refuserait l'assimilation. Monsieur le Président. Et pour être unis, il faut savoir autour de quoi. Sinon, c'est un mot. Ouais. Non, tout à fait. Monsieur le Président, on est face à un parterre de chefs d'entreprise. Ils se demandent tous, je crois, quel rôle, eux, à leur échelle, ils peuvent jouer dans la défense des valeurs dont vous parlez, dans cette assimilation dont vous parlez, dans cette unité nationale dont parle le président Macron. Alors là aussi, je vais vous dire mon opinion. Je me méfie toujours des grands mots sur l'entreprise civique, sur le rôle de l'entreprise. Écoutez, c'est le rôle de l'entreprise. C'est d'arriver à gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense, à créer des emplois, à permettre de faire qu'on soit au travail dans des conditions dignes et à chercher à prospérer. Déjà, une entreprise qui gagne de l'argent, elle fait bien son boulot. Hein? Parce que moi, je me souviens d'un certain nombre de grandes entreprises, je ne voudrais pas citer de nom, mais par exemple, celle qui était dans les produits laitiers. Grande entreprise. J'avais rencontré son ancien dirigeant, j'ai l'impression de rencontrer un dirigeant d'ONG. J'ai dit, calmez-vous, mon cher ami. Vous vendez des yaourts? Bon. Que chacun fasse son travail. Et le travail d'un chef d'entreprise, ce n'est pas un travail facile. C'est de conduire une communauté de femmes et d'hommes autour d'un projet économique pour donner du travail, pour faire des bénéfices, pour gagner de l'argent et pour monter dans la hiérarchie de la société en espérant que nos enfants auront une place meilleure que celle que nous avons ou qu'avaient nos parents. Si déjà vous faites ça, vous faites un boulot formidable. Arrêtons de demander à l'entreprise de faire tout, le contraire de tout, parce que pour moi, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui va développer de la croissance, gagner de l'argent, créer des emplois. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président du MEDEF, le président Martin. J'ai bien aimé notre rendez-vous, Monsieur le Président, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et parfois, il y a des gens que je reçois, je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est pas bon signe pour eux. Bon. Et pour moi, c'est ça. Et une organisation comme le MEDEF, c'est ce que je lui ai dit, doit défendre l'amour du travail, la possibilité de faire des bénéfices, la possibilité de se développer. C'est ça qui fait la différence des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? C'est quelqu'un qui travaille plus que les autres, qui prend plus de risques que les autres, qui aime plus que les autres ce qu'il fait. Moi, je crois à la verticalité de la société. Je ne crois